Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Vu que l'automne est arrivé, je vais continuer mes petites capsules vidéo que je fais régulièrement durant le courant de l'hiver et de l'automne sur la physique quantique. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo sur la théorie des quanta de Planck à Erwin Schrödinger. D'abord, en 1900, Max Planck va découvrir que l'énergie, pour expliquer la théorie du corps noir, que l'énergie se manifeste sous forme de paquets d'énergie et non de façon continue, comme les lois de la thermodynamique qui avaient toujours existé. L'énergie se manifestait de façon continue, mais dans la physique quantique, l'énergie se manifeste de façon discontinue. Et il détermine ainsi qu'il y a une constante universelle qui existe dans la nature et qui est très très petite, là, et qui est égale à 6,2626 multiplié par 10 exposant moins 34 joules par seconde. C'est très très petit, mais c'est pas zéro. Donc c'est ce petit paquet d'énergie-là qui multiplié par la fréquence de l'onde électromagnétique, va donner les photons ou les quantas d'énergie. Et ça a été découvert en 1900. Là, Planck avait expliqué, comme je disais, la théorie du corps noir. Ensuite arrive Albert Einstein en 1905, qui lui va expliquer l'effet photoélectrique. Avec le même principe, en supposant que la lumière est composée d'une onde et d'une corpuscule. Ce que, avant Albert Einstein, l'électrodynamique était gouvernée par les équations de Maxwell. Et on ne parlait pas de corpuscule de la lumière. Et avec sa formule E égale HF que Planck avait trouvé pour le corps noir, Albert Einstein va expliquer l'effet photoélectrique. On savait que ça existait, l'effet photoélectrique, mais on ne pouvait pas l'expliquer. Comment ça se fait qu'il y a quelquefois, il se dégageait de l'électricité, là. Il y avait de l'électricité qui apparaissait soudainement, et il ne savait pas pourquoi. C'est Albert Einstein qui va expliquer que suivant HF, la constante de Planck, multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique, va donner un quantum d'énergie, HF, et qui va faire sortir un électron, pas loin, là, de la surface du métal. À ce moment-là, il suffit que l'énergie retenue, que le métal apporte à l'électron pour qu'il soit lié à la pièce de métal. Si l'énergie HF est plus grande que l'énergie qui retient l'électron, à ce moment-là, l'électron va être libéré de la surface du métal et il va ainsi engendrer un courant électrique. Et de là, on va passer à 1913. Là, c'est le premier modèle cohérent de l'atome, c'est celui de Niels Bohr. Que Niels Bohr avait déterminé dans les années de 10 à 1913, là, et qui stipulait qu'entre différentes orbites des électrons qui circulent autour d'un noyau, l'énergie E1 à E2 est encore gouvernée par le quantum d'énergie HF. La constante de Planck multipliée par la fréquence. Et dépendant des niveaux d'énergie, des niveaux où l'électron circule, si c'est au niveau 3, bien à ce moment-là, c'est 3HF. Et ainsi de suite. Et il détermine en plus de ça, il a déterminé ça pas mal de façon empirique, là, que le nombre d'électrons sur une orbite particulière d'un atome, là, disons l'atome, peu importe, là, est gouverné par 2N2. N, c'est le numéro de l'orbite, et 2, c'est le chiffre multiplié. 2N2. Mettons que vous êtes à l'orbite numéro 2, vous multipliez N
2 multiplié par 2, ça fait 4. 2 fois 4, 8. Vous êtes sûr que sur la deuxième orbite, il y a 8 électrons, et ainsi de suite. La troisième orbite, 3, le numéro 3, multiplié par 3, fait, au carré, fait 3 fois 3, 9, multiplié par 2. Il y a 18 électrons. Ça, il a déterminé ça. Et là, il trouve, avec sa formule là, MVR, qu'il revient au NH sur 2pi. Ça, il a trouvé ça de façon empirique et il ne pouvait pas l'expliquer. Mais ça fonctionnait comme ça. Il faut attendre 10 ans plus tard l'arrivée de Louis de Broglie. Louis de Broglie, c'était un très très grand physicien parce que c'est lui qui a créé le passage entre la vieille mécanique quantique de Bohr, d'Einstein et de Planck et la nouvelle mécanique quantique de Heisenberg, Schrödinger, Dirac et les autres. Qu'est-ce que de Broglie fait? De Broglie connaissait les rayons X et il était dans la même lignée qu'Albert Einstein. Et il s'est servi de la formule magique d'Albert Einstein, E égale mc2, en considérant un électron libre, là, on n'entrera pas trop dans les détails, là, pour réussir à expliquer le facteur H sur 2pi qu'on retrouvait dans l'atome. Mais de Broglie a fait un grand pas en associant toute particule de matière à une onde. Ça veut dire que de Broglie pensait comme Einstein, la lumière était une corpuscule et une onde, et de Broglie pensait que les particules subatomiques, comme les électrons, les protons, dans ce temps-là, il ne connaissait pas beaucoup de particules, ils sont tous animés d'une corpuscule et d'une onde. À ce moment-là, il a pu associer le NH sur 2pi de Bohr à une que Bohr avait mis comme postulat à une réalité. C'est bien comme ça que ça marchait. Et de Broglie l'a expliqué à partir de la formule FC2 d'Einstein. Et pourquoi une onde? Ben là, aujourd'hui, on le sait. Si vous... une particule, il faut qu'elle soit... Sans ça, l'atome ne pourrait pas tenir. Si vous avez un électron qui est ici, il faut qu'il y ait une onde. Et de Broglie avait déterminé qu'il y avait une onde pilote qui circulait autour... Autrement dit, l'onde pilote, c'est comme si c'était les rails d'un chemin de fer. À ce moment-là, l'électron, il ne va pas n'importe où. Parce que si on n'avait pas d'onde avec la particule, qu'est-ce que l'électron ferait? Il tournerait autour du noyau, mais pas longtemps, il irait s'écraser dessus et l'atome disparaîtrait. C'est pour ça que l'onde de matière de Broglie est très très importante pour l'avenir de la physique quantique. Et ça, de Broglie avait fait ça en considérant un électron, disons, en dehors de l'atome. Une particule isolée, si on veut dire. Et c'est là qu'arrive Schrödinger. Ça, il était du même temps que Heisenberg, là. Heisenberg était important aussi, mais c'est bifurqué. Et Heisenberg, ses affaires étaient très très compliquées avec les matrices, là. Et son fameux principe, là, je vais le mentionner parce que c'est un des grands, là. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Delta X multiplié par delta P doit être plus petit ou plus grand, excusez, ou égal à H. Vous ne pouvez pas aller en bas de ça. Parce que H, elle existe déjà. Ça, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Et il y a d'autres choses de beaucoup plus élaborées que ça, là, sur le principe d'indétermination de Heisenberg. Parce que c'est une des lois de la physique quantique. Et arrive Schrödinger. Erwin Schrödinger, il était dans la même lignée que Albert Einstein, Louis de Broglie. Ça, c'était dans la même lignée, tandis que Niels Bohr, Heisenberg, Dirac, Born et Jordan, tous ces types-là,
était de l'école de Copenhague. Autrement dit, c'était Bohr le grand chef de ces jeunes-là, là, ces jeunes physiciens-là. Ça, on appelait ça l'école de Copenhague. Et Schrödinger, il n'aimait pas. Il trouvait que c'était illogique, là, les sauts quantiques de Heisenberg. Ça, il trouvait que ça n'avait quasiment pas de bon sens, là. Pas quasiment, mais il pensait que c'était pas réel. C'est qu'il a... il a réussi à trouver la formule. Mais ça, il n'a jamais dit comment il s'est pris pour trouver la formule, sa fonction d'onde, la fonction d'onde de Schrödinger. Aujourd'hui, on sait, les physiciens l'ont élaboré de toutes sortes de façons. Et on pense que il y en a certains physiciens qui pensent que Heisenberg, après Heisenberg, Schrödinger l'aurait trouvé par tâtonnement, là. En tout cas, moi j'ai des doutes là-dessus, là, parce que c'est une formule. Tâtonner avec ça, c'est pas facile. Et il a déterminé sa fonction d'onde. Qu'est-ce que c'est en réalité? La fonction d'onde de Schrödinger, c'est basé sur l'énergie. Parce que dans le monde atomique, comme Niels Bohr le disait, c'est une histoire de collision. C'est des collisions entre les différentes particules. L'énergie, mettons, d'un électron, là, va être égale de particule à son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Ça, c'est la base de l'équation de Schrödinger. Et il y a deux formes de l'équation de Schrödinger. Là, je voulais la vulgariser, mais je n'ai pas trouvé le moyen encore de vulgariser ça, parce que c'est très, très ardu, c'est très, très abstrait. Comment faire pour la vulgariser, je ne l'ai pas trouvé. Mais je vais le trouver. Et il y a son équation indépendamment du temps, autrement dit, position X, faisant abstraction du temps, autrement dit, là, c'est une position sur la fonction d'onde de Schrödinger, à un endroit X, où la particule peut se trouver. Et il y a une fonction aussi en fonction du temps. Autrement dit, en fonction de l'onde qui se promène, là, en fonction du temps. À ce moment-là, si vous prenez l'énergie, là on prend juste l'axe X, parce qu'on sait que l'électron circule, lui, il circule un peu dans l'axe X, Y, Z, là, mais suivant l'axe X. C'est plus facile à comprendre, parce que dans les trois, c'est même encore, c'est difficile à comprendre. Suivant l'axe X, là, vous avez l'énergie de la particule à X va être égale à moins H2, la constante de Planck encore, sur 2m, multiplié par la dérivée seconde de la fonction X, à l'endroit où vous cherchez l'électron, sur dx2, plus l'énergie potentielle en fonction de X. Ça, c'est l'équation de Schrödinger. On ne rentrera pas dans les détails là-dedans, là, mais c'est une onde de matière. C'est pas pareil comme une onde dans l'eau, là, mais on appelle ça une onde de matière. Pourquoi? Parce que si je vais ici, mettons que je me tourne, là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, là. Mon chemin est peut-être petit un peu, là. Si vous avez un électron, par exemple, qui est émis, ça, c'est les fentes de Young. Ça fait longtemps que Young a fait ça avec la lumière, là. Qu'est-ce que l'électron va faire? Quand il est émis, il émet une onde de matière. Autrement dit, l'électron, il est partout. Il est partout et nulle part, comme on pourrait dire. Et quand il traverse les fentes de Young, à ce moment-là, vous allez avoir une onde de ce côté-là, et une onde de ce côté-là, et ça va faire comme un train d'onde, et vous allez avoir des interférences. Et mettons, la psi originale, la fonction d'onde originale, là, vous allez avoir, mettons, la fonction d'onde psi 1 et psi 2. Et il y en a qui vont réverbérer là-dessus, là, mais celui-là, on n'en tient pas compte. Et à ce moment-là, Schrödinger disait qu'avec son équation, on allait trouver où se trouve l'électron. Et quand il avait mis son rapport, là, apparemment, il avait écrit que c'était fini les sauts quantiques à la Heisenberg, quelque chose de même, là. Parce que Heisenberg disait que l'électron fait un saut quantique, c'est instantané.
Et Niels Bohr, pas Niels Bohr, Heisenberg, Max Born et Jordan. Jordan, ça c'est un spécialiste de calcul matriciel là, de Heisenberg. Là. Et Jordan, pareil, Born, pareil. Et lui, Born avait étudié l'équation de Schrödinger et avait déterminé que l'équation de Schrödinger amenait une probabilité où nous pourrions trouver l'électron en utilisant les fonctions d'onde de Schrödinger. Autrement dit, c'est une probabilité, un pourcentage de probabilité. Si vous allez sur la fonction d'onde, peut-être là, il y a 60% des chances que l'électron soit là. Peut-être ailleurs, il va y avoir 20% des chances. Ça, c'est sûr que ça ne faisait pas l'affaire de Schrödinger, mais c'est Bohr qui a tranché en faveur de Max Born. Et Born a obtenu le prix Nobel pas longtemps après, là, dans les années 30, là, pour son interprétation de l'onde de Schrödinger. Mais Schrödinger a toujours douté. Il s'est rallié à la tendance générale, là, mais il a toujours eu un petit doute dans son esprit, à savoir que sa fonction d'onde déterminait la position de l'électron sur la courbe, sur la sinusoïde de l'onde de matière. Et dans un livre, ça c'est pas moi qui le dis, là, c'est un éminent professeur de physique français, c'est un mathématicien, monsieur Guy-Louis Gavin. Lui, dans la page 134 de son livre, quand il parle de ça, il dit que Bohr trancha en faveur de Max Born pour l'interprétation de la fonction d'onde de Schrödinger. Et mais ce grand physicien, ce mathématicien ajoute une petite phrase. Mais Born s'est peut-être trompé. En effet, une équipe de chercheurs français, les Français sont très très forts dans la physique quantique. Hein, ils ont des éminents chercheurs, ils ont des éminents professeurs dans le domaine de la physique quantique. Et une équipe de chercheurs français du CEA. Pour ça que je prends le livre pour le lire, là, parce que c'est important. Au début de 2010, c'est pas longtemps ça, réussit à prendre une photographie d'un électron, imaginez-vous, chevauchant la fonction d'onde de Schrödinger, démontrant ainsi bel et bien l'existence de celle-ci. Cette expérience défie l'une des lois fondamentales de la physique quantique qui stipule qu'on ne peut pas, à un instant T, connaître à la fois et de façon précise la vitesse et la position géographique d'une particule. Voyez-vous, la physique quantique nous réserve encore bien des surprises, là. Parce que ça, si l'équation de Schrödinger donne la position de l'électron, ça ne veut pas dire que Max Born n'est pas correct. C'est peut-être aussi une probabilité. Mais de toute façon, le débat est encore ouvert, voyez-vous, puis ça fait depuis 1926 qu'on pensait que ce débat-là était clos, mais il revient. Et ici, il y a toujours l'expérience de la boîte. Mettons que je prends une boîte comme ça ici, là. Si c'est une expérience de pensée, si je mets un électron là-dedans, lui il va se promener dans la boîte, là. Il va faire exactement, là la boîte est fermée, il va se comporter exactement comme ça. Il va se comporter comme une corpuscule qui est dans l'onde de matière. Autrement dit, il va faire des interférences dans les fentes de ions. Mais si j'ouvre la boîte, comme ça, qu'est-ce qui arrive pour aller voir, pour voir où l'électron est? La fonction d'onde de Schrödinger s'écroule. L'onde de Schrödinger disparaît et vous avez juste la partie corpusculaire de l'électron qui apparaît. À ce moment-là, il n'y a plus de fonction d'onde, suivant nos connaissances. Et vous voyez la particule seulement. Et là, la particule est dans la boîte fermée. Elle est particule et onde. Mais en ouvrant la boîte, à ce moment-là, c'est juste une particule que j'ai. La fonction d'onde de Schrödinger s'est écroulée. Suivant nos connaissances. C'est pour ça que
Guy-Louis Gavin nous dit que si ce que les chercheurs français ont réussi à suivre, probablement qu'ils n'ont pas suivi très longtemps sous l'onde de Schrödinger, là. Si réussi, ça veut dire que ça remet en doute bien des postulats de la physique quantique. C'est pour ça que c'est une physique qui est tellement intéressante, là, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Puis plus on avance, plus on découvre les merveilles de cette physique-là, et de plus en plus, là, oui, moi je pensais pas de trouver ça dans un livre. Hein? Ça, quand j'ai lu ça, j'ai resté stupéfait. Hein? Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un grand professeur, c'est un docteur français là, en mathématiques, puis en physique, puis il est bien plus calé que moi dans ce domaine-là. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.